Ici Pierre Infray, au nom de tous les détaillants Goodyear du Canada. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la présentation de cette vidéocassette sur les meilleurs jeux des meilleurs matchs. Nous espérons que parmi les meilleurs moments de notre sport national, vous retrouverez quelques-uns de vos meilleurs souvenirs que vous pourrez regarder encore et encore. Il y a un seul défenseur, Stenhoff. Le mieux, et goal! Bienvenue. Il y a tellement de grands moments que l'on veut se rappeler lorsqu'il est question de hockey que cette vidéocassette ne reflète en fait que la pointe de l'iceberg. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous certains des plus beaux souvenirs. 1972 a littéralement changé l'image du hockey international comme on le connaissait alors. C'était l'année de la série du siècle. Équipe Canada face à l'équipe nationale de l'Union soviétique. Et pendant que l'histoire s'écrivait, Bill White et ses coéquipiers collectionnaient les épinglettes. De bien belles épinglettes, de bien beaux souvenirs. Cette série a transformé le hockey partout dans le monde. Depuis la série du siècle en 1972, nous avons connu 4 compétitions de la Coupe Canada. La Coupe du défi en 1979 et aussi Rendez-vous 87. Mais aujourd'hui, nous voulons regarder de plus près la série du siècle de 1976. C'était alors la première fois que l'Union soviétique nous envoyait une autre formation que sa puissante équipe nationale. Cette fois, des équipes de l'Union soviétique compétitionnaient avec des équipes de la Ligue nationale de hockey dans la bataille pour la suprématie du hockey. La passion et l'intensité du hockey ont souvent été démontrées lors de compétitions entre le Canada et l'Union soviétique. Après 2 mémorables séries en septembre 72 et 74, on a eu droit à la Super Série 76, une série de 8 matchs opposant 8 équipes de la Ligue nationale et 2 équipes de l'Union soviétique, soit les Aigles du Soviet et l'équipe de l'Armée rouge. Un gain facile de 7-3 de l'Armée rouge lors de la première rencontre de la série a constitué une belle entrée à la série. Les matchs que tous les amateurs attendaient impliqueraient l'Armée rouge face aux Canadiens de Montréal d'abord et aux Flyers de Philadelphie ensuite. L'Armée rouge était année après année l'équipe championne en Union soviétique et comptait dans son alignement tous les meilleurs joueurs, Tretiak, Arlabov, Petrov et Mihailov. La veille du jour de l'an, le 31 décembre 1975, voyait s'affronter les champions du hockey soviétique, l'équipe de l'Armée rouge et les Canadiens de Montréal, l'une des plus célèbres formations de hockey au monde, sur la patinoire du Forum, le temple du hockey. Les 2 entraîneurs-chefs, Konstantin Loktev et Scotty Bowman, se sont livrés une guerre de stratégie pendant que les 2 meilleurs gardiens au monde, Vladislav Tretiak et Ken Dryden, pouvaient se mesurer pour la première fois. Les Canadiens ont sorti en force. Steve Shutt hors l'aile a d'abord déjoué Tretiak grâce à un puissant tir frappé qui a atteint la partie supérieure à 3 minutes 16 secondes du premier 20 et c'était 1-0 Montréal. 4 minutes plus tard, les Canadiens doublaient leur avance. La première période a pris fin, les Canadiens en avance par 2 buts. L'Armée rouge s'est inscrite au pointage quand Boris Mihailov marquait son 2e but en 2 matchs, mais le tricolore a repris sa priorité de 2 buts lors d'un avantage numérique.
Les hommes de Bowman ont bien tenté de creuser davantage l'écart, mais Tretiak a fermé la porte de belle façon. Les Soviétiques, grâce à la performance éblouissante de Tretiak, ont repris confiance et ont réduit l'écart quand Valéry Arlamov est passé entre les défenseurs et c'était 3-2 en faveur des Canadiens après 40 minutes de jeu. Au troisième 20, les Soviétiques ont poursuivi avec opportunisme. Les deux équipes ont tout tenté pour briser l'égalité, mais les deux gardiens ont résisté à toutes les charges et le match s'est terminé 3-3. Un résultat juste pour l'une des plus belles rencontres de hockey jamais disputées. Philadelphie était l'une des villes américaines les plus excitantes dans les années 70. Philadelphie, c'était aussi la ville des champions Flyers, double gagnant de la Coupe Stanley. Comme dans toute équipe championne, le leadership constituait une pièce importante du casse-tête des Flyers. La présence de Bobby Clark et de Bernard Parent était inestimable. Mais ce jour-là, contre l'Armée rouge, le vrai leader, c'était l'entraîneur-chef Fred Shero. As far as this game is concerned, I believe it's going to be the highlight of my life. If we win, I'm going to be sky high, and if we lose, I think it'll be worse than dying. I'm ready, and my team is ready, and I believe we're going to win. Les deux équipes montraient des styles totalement opposés. La vitesse et la finesse des Soviétiques contre la détermination à toute épreuve des Flyers. Vladislav Tretiak demeurait un obstacle de taille. Il passe du point, Gilbert seul devant, mais Tretiak lui vole un but. Quel arrêt du gardien soviétique! Comme il fallait s'y attendre à cette époque avec les Flyers, quelques punitions ont été décernées en début de match. Ed Van Impe a écopé de la 5e pénalité et à son retour sur la patinoire, le feu d'artifice a éclaté. Peu habitués à des situations du genre, les Soviétiques ont rouspété et ils ont fait savoir à l'arbitre Lloyd Gilmour leur mécontentement. Puis est survenu l'imprévisible. Les Soviétiques en avaient assez, ne voulaient plus jouer dans ces conditions et décidaient tout simplement de retourner à leur vestiaire. Après un court délai et plusieurs explications, les Soviétiques acceptaient de poursuivre la rencontre et ils ont affronté des Flyers encore plus survoltés. L'avance de 3-0 des Flyers au deuxième 20 était pleinement méritée, mais les Soviétiques ont réussi à réduire l'écart à 3-1. Mais ils ont dû en payer le prix, un prix que les Flyers ont exigé du début à la fin de la rencontre.
Le match s'est terminé 4-1 en faveur des Flyers. La seule défaite encaissée par l'Armée rouge au cours de cette tournée qu'ils ont complétée avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 1 verdict nul et 2 matchs absolument inoubliables. Jamais les matchs d'étoiles de la Ligue nationale de hockey n'auront permis de voir des performances aussi éblouissantes que celles offertes lors des classiques de 1983 à Long Island et 1990 à Pittsburgh. Ces rencontres ont permis aux 2 meilleurs joueurs des années 80, Wayne Gretzky et Mario Lemieux, de démontrer un niveau de jeu exceptionnel. Les matchs n'ont pas compté au classement, bien sûr, mais les points accumulés par Gretzky et par Lemieux resteront longtemps gravés dans notre mémoire. Tout a commencé dans un modeste salon de Brantford en Ontario pour se poursuivre sur une patinoire de fortune dans la cour arrière de la maison. Nous avons tous été témoins de la remarquable carrière de Wayne Gretzky. Au cours des années, chaque facette de ses performances et de sa personnalité a été montrée dans les meilleurs intérêts du hockey. Cette légende s'est épanouie à Edmonton, en une seule saison commençant en décembre 81, alors qu'il marquait 50 buts en 39 matchs au beau milieu de la saison 81-82. Un peu plus tard, au cours de la saison, il est devenu un immortel du hockey avec un total de buts que plusieurs pensaient inatteignables. Après avoir marqué les 50 buts les plus rapides de l'histoire, Gretzky a atteint un autre sommet, son 77e but, le 24 février 1982. Il venait alors de briser le record de buts en une saison. Il a terminé la campagne avec un total incroyable de 92 buts et 212 points. La saison suivante, Gretzky s'est présenté au match des étoiles à Long Island comme le meilleur joueur incontesté du circuit. Et il n'a pas déçu ses partisans. Quatre buts au 3e bain. Nommé le joueur par excellence, plusieurs autres records, d'autres ingrédients pour alimenter la légende de Gretzky. Quelques années plus tard, au cours de la décennie, un autre rêve devenait réalité. Les qualités et l'immense talent qu'on reconnaissait au jeune Mario Lemieux se sont révélés justes et ont pu le confirmer lors des 3 premières saisons de Mario à Pittsburgh. Le grand joueur de centre a démontré son talent exceptionnel dans l'uniforme des Pingouins. Mais quand il a endossé le chandail d'équipe Canada en septembre 87, il a montré au monde entier qu'il appartenait lui aussi au meilleur de sa profession. Après cette performance, il a atteint de nouveaux sommets avec les Pingouins. Son premier trophée Hart à titre de joueur par excellence, son premier championnat des marqueurs avec 168 points, bref, une saison du tonnerre. À chaque opportunité qui se présente, Mario Lemieux relève le défi. Pittsburgh était la ville hôtesse du match des étoiles en 1990 et Lemieux a encore une fois été le meilleur joueur. Vous l'aurez deviné, à Pittsburgh, la table était mise pour le grand Mario Lemieux. Eh bien, la conférence Prince de Galles qui se manifeste dès le début du match. Un but, Mario Lemieux, après seulement 21 secondes de jeu. La passe à Lemieux. Voilà le tir, et le but, Mario Lemieux. Quel tir dans le coin gauche. Ensuite, la passe à Lemieux, il a déjà 2 buts, s'approche, il est sauvé. Quel jeu! Quel jeu! Incroyable! Quel jeu! Il a le tour du chapeau, voilà un nouveau record en première période. Et de là, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire qu'on vient de voir. Mario Lemieux, Richard Régel a décidé ce soir d'en mettre plein la vue à tous les amateurs de hockey. Et quel talent encore une fois sur cette séquence. Quel but marqué par Mario Lemieux. Fournier qui était seul devant le filet, mais la passe était un peu haute. Voilà, tir à le but. Et en voilà un autre. Un 4e pour Mario Lemieux. Le but en prolongation de Bill Barilko lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley au printemps 51
est à la base de ce livre. Tout simplement parce que la victoire ne peut paraître meilleure que quand elle est remportée en prolongation en série de la Coupe Stanley. L'enjeu à McPhee, mais il a perdu à Tippett. Et c'est Lemieux qui reprend derrière le filet. Une passe, la rondelle libre, reprise par Lemieux, le tir. Oh, Lemieux! Lemieux! Incroyable. Le trio des jeunes encore une fois. Scruton et McPhee contre Tonelli, Riceborough, McDonald, McCowan et McKinnis. Là, c'est McPhee, et l'autre est découvert, et le but! Brian Scruton avec 9 secondes seulement découlé en prolongation. Une très belle feinte de la part de McPhee. McPhee qui est gaucher, qui est entré du côté droit, Mario, avait la chance, en accomplissant cette feinte, de voir tout ce qui se passait à sa gauche. Alors le jeu a été parfait, la passe bien exécutée, avec une certaine vélocité. Les Canadiens de Montréal et les Blues de Boston étaient des rivaux de taille à la fin des années 70. En 77 et 78, le tricolore avait remporté la Coupe Stanley dans le château fort des Blues à Boston. En 79, les Blues et les Canadiens se disputaient au Forum le 7e match de la grande finale. Les déceptions des Blues et de Don Cherry au cours des 2 années précédentes constituaient la meilleure source de motivation des visiteurs face au triple champion de la Coupe Stanley. Les Bruins ont rapidement pris les devants 2-1 au 2e 20 grâce à leur vétéran capitaine Wayne Cashman. Le premier des 2 buts de Cashman donnait cette priorité de 2-1 et le deuxième creusait l'écart. Mais les champions ont rebondi et le but de Guy Lapointe nivelait les chances au 3e engagement. Ce but aurait pu anéantir les espoirs des Bruins, mais ils voulaient vendre chèrement leur peau. Avec seulement 3 minutes à jouer, les Bruins semblaient avoir gagné la Coupe Stanley, mais l'arbitre Bob Myers décernait une punition aux Bruins pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Guy Lafleur a pris les choses en main. Le match a nécessité une prolongation et la pression ne cessait de monter jusqu'à ce qu'Yvon Lambert, à 9 minutes 33, ne mette fin au suspens. Bien posté à l'embouchure du filet, Lambert prend Gilles Gilbert en défaut. Les Canadiens remportaient leur 4e Coupe Stanley, dont les 3 dernières arrachées aux Bruins de Boston. En 1980, les Islanders tentaient de devenir la première équipe de New York à gagner la Coupe Stanley depuis les Rangers en 1940. Le match décisif était disputé au Nassau County Coliseum, là où les amateurs avaient littéralement adopté les Islanders dès leur entrée dans la Ligue nationale 8 ans plus tôt. Pat Quinn dirigeait les Flyers, une équipe en pleine reconstruction. Contre les jeunes loups des Islanders, une formation admirablement dirigée par Al Arbour. Au premier 20, abus controversé. Clark Guinness passe le disque à Butch Goring. Plusieurs croyaient qu'on aurait dû appeler un hors-jeu, mais le but a été accordé. 2-1 en faveur des Islanders. Les Flyers, à leur façon coutumière, ont rebondi pour niveler les chances et passant du même coup un déficit de 4-2 quand John Paddock s'est saisi du retour de lancer d'André Dupont pour forcer la prolongation. Cette fois, c'était au tour de Bob Nystrom de s'illustrer.
toutes ces équipes ont un but commun, gagner la Coupe Stanley. Depuis 1970, seulement 2 séries finales de la Coupe Stanley ont nécessité la durée maximale de 7 matchs. Et ces 2 séries sont mémorables pour une seule et bonne raison. Dans chaque cas, tout s'est joué en 60 minutes avec, à l'enjeu, le but ultime. La finale de la Coupe Stanley du printemps 65 a nécessité 7 matchs entre les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago. Le but de Jean Béliveau, tôt dans la rencontre, procurait les devants tricolores et le travail de Gump Worsley donnait aux Canadiens leur première Coupe Stanley depuis celle remportée en 1960. 6 ans plus tard, les 2 équipes se retrouvaient à nouveau dans un 7e match de la finale de la Coupe Stanley, mais cette fois le match avait lieu dans la ville des Vents. Les gardiens Tony Esposito et Ken Dryden avaient joué jusque-là un rôle prédominant dans la série. Les Hawks ont entrepris le match en force et Dennis Hull a donné les devants aux siens à la grande joie de leurs partisans. Au 2e 20, Danny O'Shea doublait l'avance des Hawks à 2-0 quand il a été laissé complètement seul devant le filet. Avant que la période ne prenne fin, les Canadiens avaient nivelé la marque. Après ce but, le maire a préparé le but égalisateur d'Henri Richard en interceptant une passe d'Eric Nesterenko et c'était 2-2. L'entraîneur-chef recrue Al McNeil a par la suite fait appel à ses vétérans. Et c'est encore Henri Richard qui a fait la différence. Les Canadiens remportaient ainsi leur 3e Coupe Stanley en 4 ans. Le capitaine Jean Béliveau a accepté le trophée pour une dernière fois, annonçant sa retraite quelques mois plus tard. Le gardien Ken Dryden a mérité le trophée Conn Smythe à titre de joueur par excellence en série d'après-saison. La prochaine série finale, nécessitant 7 matchs, aurait lieu 16 ans plus tard, alors que les Oilers d'Edmonton, comme les Canadiens d'antan, visaient une 3e Coupe Stanley en 4 ans. Pour l'occasion, les Oilers affrontaient les Flyers de Philadelphie, une équipe qu'ils avaient éliminée 2 ans plus tôt. Cette fois, ils affrontaient des Flyers plus coriaces. Tôt dans le 7e match, les Oilers se sont retrouvés en difficulté alors que Mark Messier et Paul Coffey sont retrouvés au bas des punitions, laissant les Oilers se défendre à 3 contre 5. Et les Flyers ont capitalisé. Plus tard, au cours de l'engagement, les Oilers nivelaient les chances 1-1. Les 2 figures dominantes de cette série ont certes été les 2 gardiens Ron Hextall et Grant Fuhr, et ils ont été brillants jusque tard au 2e tiers. Les Oilers ont pu protéger leur avance malgré de fortes pressions des Flyers et Glenn Anderson a fait soupérer d'aise des partisans des Oilers en marquant vers la fin du 3e 20. Les joueurs des Oilers ont félicité Fuhr à la fin de la rencontre, réalisant leur rêve d'avoir leur nom gravé sur une autre Coupe Stanley. Le 15 avril 1989, nous avons eu droit à une soirée de hockey tout simplement inoubliable. Ce soir-là, en première ronde des séries éliminatoires, 2 séries se sont rendues à la limite de ces matchs. À Los Angeles d'abord, Wayne Gretzky et ses Kings tentaient d'éliminer les champions en titre de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton, alors qu'à Calgary, Lanny McDonald et les Flames en avaient plein les bras avec les Canucks de Vancouver.
nous vous présentons les faits saillants des 7e matchs du 15 avril 1989. Le premier match a eu lieu à Calgary et les Canucks, jouant sans pression, tentaient de surprendre les Flames devant leurs partisans au Saddle Dome. La marque était égale 1-1 au premier 20 quand il y a eu de la controverse. L'autre derrière avec Canis, voilà son tir, il a raté le filet. Il y avait vraiment du plomb là-dedans. Est-ce qu'il a marqué, Gilles? Non, un beau jeu défensif du numéro 5 ici, Carl Butcher. Parce que l'autre, lui, prétend qu'il a marqué, mais c'est sorti tellement vite. Terry Crisp n'a pas caché son mécontentement. La reprise montrant clairement que le but était bon, que le tir d'Al McInnes avait été dévié par le corps de Gary Roberts. Au deuxième tiers, un but chanceux de Joe Mullen. Son tir dévie sur le patin du défenseur Harold Snepps dans son propre filet. 3-2 Calgary après 40 minutes de jeu. La rondelle a été projetée pour la direction du filet. Un lancer fort. Au troisième engagement, les Canucks égalisent les chances en marquant sur ce beau jeu. La rondelle est déviée sur McCrimmon, si j'ai bien vu, Richard. Je ne sais pas. La rondelle semblait toucher les bâtons juste devant le filet. On a tenu le disque à l'adversaire, Mike Vernon et Kurt McLean ont bien fait pour forcer la prolongation et les amateurs ont pu admirer leur brio en temps supplémentaire. Il est seul avec le gardien, ça fait le match de tir. Et quel arrêt de Vernon! Finalement, avec un peu plus d'une minute à jouer en prolongation, Joel Otto s'est chargé de mettre fin à la rencontre. Alors que ce match prenait fin à Calgary, dans l'autre demi-finale de la division Smythe, les choses se corsaient au Fabulous Forum de Los Angeles. Les Kings devançaient les champions de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton 2-1 au début du deuxième 20, mais Craig Simpson a patiemment attendu dans l'enclave pour niveler les chances. Chaque équipe s'échangeant un but devant une salle comble au Farah. Avant que l'engagement ne prenne fin, les Kings et Nichols avaient encore frappé. Nichols, laissé sans protection devant Grant Fuhr, a marqué pour procurer les bancs aux Kings. Et pour de bon, la marque était de 5-3 tard dans la rencontre quand Wayne Gretzky a mis la touche finale. Nous tenons maintenant à vous remercier d'avoir accepté de partager avec nous cette vidéo cassette, les meilleurs jeux des meilleurs matchs. Bien sûr, il est impensable de retracer tous les moments mémorables de l'histoire du hockey. Mais cette cassette peut maintenant s'ajouter à votre album visuel des souvenirs du hockey. Ici Pierre Infray, à la prochaine.